Le vent glacial de l'hiver parisien semblait me suivre à l'intérieur alors que je me tenais, tremblante, au guichet de la banque, comme si j'attendais mon jugement dernier. Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, et j'ai fait glisser une carte bancaire rayée sur la surface froide en marbre parce que j'avais désespérément besoin de l'argent qui s'y trouvait. La guichetière a jeté un coup d'œil à mon manteau usé avec un dégoût évident alors qu'elle s'apprêtait à passer ce morceau de plastique que j'avais ignoré pendant 5 longues années. Je voulais seulement retirer les 1 000 € exacts qu'elle contenait pour payer mes soins médicaux urgents avant que l'hôpital ne suspende mon traitement. Mais l'humiliation que je ressentais à ce moment-là n'était rien comparée au jour où ma vie s'est brisée, il y a 5 ans, dans notre domaine familial. L'air du salon était lourd du parfum des lices funéraires alors que le notaire de la famille lisait les dernières volontés de mes défunts parents. Je suis resté assise en silence pendant qu'il annonçait que l'intégralité du portefeuille immobilier irait à ma sœur aînée. Elle n'a même pas attendu qu'il finisse avant d'arracher la petite enveloppe portant mon nom. Ma sœur l'a déchirée, révélant une simple carte bancaire, puis me l'a jetée au visage avec un pur dégoût dans les yeux. Elle a hurlé que maman et papa avaient seulement pitié de moi parce que je n'étais que l'enfant adopté. Sans la moindre pitié, elle a pointé la porte et m'a dit de prendre ses 1 000 € comme solde de tout compte et de quitter sa maison immédiatement. J'ai été jeté dans la nuit glaciale avec rien d'autre que ce bout de plastique. De retour au présent, la guichetière a passé la carte, et son expression a soudainement changé, passant de l'arrogance à une terreur absolue alors qu'elle se penchait et chuchotait une phrase qui m'a laissé figé de choc. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour découvrir ce que la guichetière a chuchoté et comment cette découverte a ruiné la vie de ma sœur à jamais. Revenons 5 ans en arrière, juste après les funérailles de mes parents, tout s'est passé si vite que je ne pouvais toujours pas croire que c'était réel. Mes parents étaient partis, emportés soudainement dans un horrible accident après qu'un incendie massif se soit déclaré dans leur usine. Quelques jours plus tôt, ils étaient encore en vie et m'appelaient par mon prénom de cette voix douce et familière. Mais tout a disparu en un seul instant dévastateur. La lourde porte en chêne a claqué derrière moi avec une finalité qui marquait la fin de ma vie en tant que fille de la famille de Sinclair. Je me suis détourné de la chaleur du hall d'entrée et j'ai marché directement dans le vent mordant d'une tempête de neige qui ensevelissait la ville sous des couches de glace. Ma fine robe noire était inutile dans ce froid polaire alors que la neige traversait le tissu et s'infiltrait jusqu'à mes os, me glaçant jusqu'à la moelle. J'ai erré le long de la grande allée dans un état second, mes dents claquant de manière incontrôlable et ma vision brouillée par des larmes qui gelaient sur mes joues. Le froid physique était atroce, mais ce n'était rien comparé à la vérité glaciale qui s'installait dans ma poitrine, les gens qui avaient juré de m'aimer m'avaient jeté comme une ordure. J'ai marché péniblement à travers les congères grandissantes pendant des kilomètres, sans manteau et sans bagages, parce que ma sœur aînée, Valérie, ne m'avait même pas laissé le droit de faire un sac avant de me mettre à la porte. Je savais que je ne survivrais pas à la nuit dehors sans abri. Alors, mes doigts tremblants ont cherché mon téléphone et ont composé le seul numéro qui, je le savais, répondrait à une heure aussi tardive. Ma meilleure amie Sarah a décroché à la 2e sonnerie et m'a dit de venir immédiatement sans poser une seule question difficile. Cette nuit-là, je me suis recroquevillé sur son canapé beige bosselé dans son minuscule appartement parisien, écoutant le vent hurler contre la fenêtre comme un fantôme en deuil. Sarah m'a apporté une couverture et une tasse de café chaud pendant que je fixais le mur vide, trop choqué pour parler de la trahison que je venais de subir. Son logement était exigu et sentait légèrement la lessive, mais il offrait la sécurité que ma maison d'enfance n'offrait plus. J'ai ressenti une gratitude immense pour son silence, car un seul mot de réconfort aurait brisé le calme fragile que j'essayais désespérément de maintenir. Le lendemain matin m'a ramené à la dure réalité lorsque j'ai vidé mes poches sur la table basse de Sarah pour voir ce qu'il me restait. La seule chose de valeur que je possédais était la carte bancaire rayée que Valérie m'avait jetée au visage la veille comme une ordure. Je l'ai ramassée et une vague de colère brûlante est montée en moi, dominant momentanément le chagrin qui écrasait ma poitrine. J'ai plié la carte jusqu'à ce que le centre blanchisse parce que je ne voulais rien de plus que la casser en deux et jeter les morceaux à la poubelle. Accepter cet argent, c'était comme accepter leur insulte et admettre que je n'étais vraiment qu'une enfant adoptée qui ne méritait que de la pitié. J'ai hésité longtemps avant de relâcher lentement ma prise et de glisser la carte au fond de mon portefeuille. J'ai décidé de la garder non pas pour l'argent, mais comme preuve physique de la cruauté à laquelle je venais d'échapper. J'ai quitté l'appartement de Sarah une semaine plus tard parce que je refusais d'être un fardeau pour qui que ce soit. Les 5 années suivantes m'ont transformé, de fille protégée, je suis devenu une femme forgée par l'épuisement et le courage. J'ai pris un emploi dans une brasserie délabrée en banlieue appelée le Vieux Chaudron, où l'air sentait toujours la graisse brûlée et le café rassis.
Mes journées sont devenues un cycle incessant de double service et de nuits blanches, servant des clients impolis qui laissaient des centimes en pourboire. J'ai frotté des sols sales jusqu'à ce que mes genoux soient meurtris et lavé des montagnes de vaisselle grasse jusqu'à ce que mes mains soient à vif et couvertes d'ampoules. Chaque euro que je gagnais servait directement à rembourser mon prêt étudiant et le loyer d'une chambre de bonne sous les toits qui fuyaient à chaque averse. J'ai appris à survivre avec les restes de nourriture de la cuisine du restaurant et à recoudre mes propres vêtements pour économiser de l'argent plutôt que de demander de l'aide. Pendant que je comptais les centimes pour m'offrir un simple repas de nouilles instantanées, des rumeurs sur mon ancienne famille me parvenaient par de vieilles connaissances. J'ai entendu dire que Valérie et mon beau-frère, Marc, menaient une vie d'excès absolu entre les murs de ma maison d'enfance. Les gens chuchotaient à propos des fêtes extravagantes qu'ils organisaient, où le champagne coulait à flots et où les invités dansaient sur les meubles coûteux que ma mère chérissait tant. Marc s'achetait apparemment une nouvelle voiture de sport tous les 6 mois et les garait dans l'allée que je déneigeais autrefois l'hiver. Il brûlait la fortune familiale avec une arrogance insouciante qui suggérait que l'argent ne s'épuiserait jamais. Je me forçais à ignorer leur bonheur et je me concentrais entièrement sur ma propre survie dans l'ombre de la ville. La jeune fille naïve qui implorait l'acceptation aux funérailles était morte dans la neige cette nuit-là, laissant derrière elle une femme qui ne faisait confiance à personne. 5 ans plus tard, par un mardi matin glacial dans le centre de Paris, la stabilité fragile que je m'étais construite s'est finalement effondrée sous le poids d'un seul accident malheureux. Je m'étais gravement brûlé le bras en portant une marmite de soupe bouillante pendant un service de midi chargé à la brasserie, ce qui a entraîné des brûlures au second degré nécessitant une attention médicale immédiate. Le médecin m'a ordonné de rester chez moi au moins 2 semaines pour éviter l'infection, mais mon patron m'a brutalement informé que si je ne travaillais pas, je ne serais pas payé un seul centime. La perte de 2 semaines de salaire était un coup catastrophique car je vivais au jour le jour sans aucune économie pour amortir la chute. Mon propriétaire avait déjà glissé un avis d'expulsion rouge vif sous ma porte ce matin-là, et la pharmacie exigeait le paiement immédiat pour la crème contre les brûlures et les antibiotiques dont j'avais désespérément besoin. Je me suis assise au bord de mon matelas en serrant mon bras lancinant et j'ai réalisé, le cœur serré, que je n'avais plus aucune option. La seule bouée de sauvetage qu'il me restait dans ce monde était le morceau de plastique rayé que j'avais caché dans mon portefeuille pendant 5 ans. Utiliser l'argent que Valérie m'avait jeté semblait être un aveu de défaite, car cela prouvait qu'elle avait raison de dire que j'étais un cas social incapable de survivre seul. Cependant, la douleur rongeante dans mon bras et la perspective terrifiante de dormir dans les rues enneigées m'ont forcé à ravaler ma fierté. J'ai enfilé mon manteau usé jusqu'à la corde pour couvrir mon bras bandé et j'ai marché 10 rues jusqu'à l'agence la plus proche de la banque privée royale, la tête basse de honte. Le hall de la banque était d'une chaleur intimidante et sentait le parfum coûteux, ce qui contrastait fortement avec l'odeur rance de graisse qui imprégnait mes propres vêtements. J'ai attendu dans la longue file en essayant d'ignorer les regards pleins de jugement des hommes d'affaires en costume sur mesure qui s'écartaient de moi comme si la pauvreté était contagieuse. Quand j'ai enfin atteint le guichet, je me suis approché du comptoir en marbre où une jeune femme aux ongles parfaitement manucurés et à l'uniforme strict m'attendait. Elle m'a toisé de haut en bas avec une expression de dégoût non dissimulée avant que ses yeux ne se posent sur la carte abîmée que j'avais posée sur la surface vitrée. Le plastique était blanchi sur les bords et plié au milieu depuis la nuit où j'avais failli la casser en 2 il y a 5 ans. Elle l'a prise délicatement du bout des doigts comme s'il s'agissait d'un déchet sale qui pourrait souiller ses mains immaculées. Elle n'a même pas essayé de cacher son scepticisme en retournant la carte pour vérifier la signature avant de me regarder avec un petit sourire méprisant. « Êtes-vous sûr que cette carte est encore active ? On dirait qu'elle sort d'une poubelle. » J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mais je me suis forcé à soutenir son regard car je n'avais plus l'énergie de me battre pour ma dignité. « Vérifiez juste le solde, s'il vous plaît. J'ai vraiment besoin de cet argent aujourd'hui. » La guichetière a levé les yeux au ciel et a laissé échapper un soupir d'agacement audible avant de faire glisser lentement la carte dans le lecteur de son ordinateur. J'ai retenu mon souffle et je me suis préparé mentalement à retirer chaque centime des 1000 € pour payer mon propriétaire et ne plus jamais remettre les pieds ici. Je m'attendais à ce que la machine émette un bip et affiche le maigre solde, mais au lieu de cela, une alarme forte et perçante a soudainement brisé l'atmosphère calme de la banque. Ce n'était pas le simple son d'une transaction refusée, mais une sirène continue et aiguë qui signalait une faille de sécurité majeure ou une erreur système critique. Absolument tout le monde dans le hall a arrêté ce qu'il faisait pour me fixer, tandis que les agents de sécurité près de l'entrée posaient leurs mains sur leurs étuis. Je suis resté figé de terreur, supposant immédiatement que Valérie avait dû déclarer la carte volée il y a des années pour me piéger pour un crime que je n'avais pas commis. Mon cœur martelait contre mes côtes alors que j'attendais que la police vienne me traîner dehors menottes au poignet.
Cependant, la réaction de la guichetière était encore plus alarmante que le bruit lui-même, car son visage s'était vidé de toute couleur. Ses mains tremblaient violemment alors qu'elle fixait l'écran de l'ordinateur, qui clignotait d'une lumière rouge vif et inquiétante illuminant ses traits pâles. Elle m'a regardé, non plus avec dégoût, mais avec une peur soudaine et écrasante que je ne pouvais pas comprendre. Elle a cherché à tâtons le téléphone interne sur son bureau et a composé un numéro avec des doigts tremblants tout en gardant les yeux fixés sur moi comme si j'étais un fantôme. Monsieur le directeur, s'il vous plaît, venez au guichet 5 immédiatement. Nous avons un code rouge sur une carte Priorité Trust. Oui, la titulaire est juste ici. Quelques instants plus tard, dans le luxueux salon VIP de la banque, l'atmosphère est passée de la panique à un silence oppressant qui me faisait bourdonner les oreilles. J'étais assise sur un canapé en cuir moelleux qui coûtait plus cher que mon loyer annuel, tenant une tasse de thé en porcelaine que j'étais trop terrifié pour boire. Le directeur de l'agence faisait les 100 pas devant moi en essuyant des perles de sueur sur son front avec un mouchoir en soie. Il ne ressemblait en rien à l'homme arrogant qui dirigeait habituellement cet établissement, car il tremblait actuellement d'un mélange de respect et de peur. Il a placé la carte bancaire abîmée sur la table en acajou poli entre nous comme s'il s'agissait d'un artefact fragile d'une immense puissance. J'ai fixé le plastique rayé en me demandant si j'allais être arrêté pour fraude car je croyais toujours qu'il n'y avait que 1000 € dessus. Le directeur a finalement cessé de faire les 100 pas et a pris une profonde inspiration pour calmer sa voix tremblante avant de me regarder droit dans les yeux. Mademoiselle Camille, je m'excuse pour la confusion. Ceci n'est pas une simple carte de débit. C'est la clé maîtresse du fonds fiduciaire de la famille de Sinclair établi il y a 5 ans. J'ai cligné des yeux, confuse, car les mots qu'il prononçait sonnaient comme une langue étrangère à mon esprit épuisé. J'ai essayé de lui demander ce qu'il voulait dire, mais ma gorge était si sèche qu'aucun son n'est sorti. Le directeur a ouvert un dossier en cuir qu'il avait apporté avec lui et l'a tourné pour que je puisse voir les chiffres imprimés sur la page. Il a pointé la ligne du bas où une suite de chiffres s'étendait à travers le papier. Il a annoncé d'un ton solennel que le solde actuel du compte était de 5 millions d'euros. J'ai senti le sang quitter mon visage alors que la pièce commençait à tourner autour de moi. Il a expliqué que cet argent provenait de la police d'assurance vie massive de mes parents, qui comportait une clause de double indemnisation en cas de décès accidentel. Au cours des 5 dernières années, le montant principal avait été investi de manière agressive dans des actions et des obligations à haut rendement, ce qui avait permis aux intérêts de se multiplier de façon exponentielle. Je suis resté assise là, figée, tandis que mon esprit luttait pour réconcilier les deux réalités qui se percutaient. Je m'étais affamé pendant 5 ans pour économiser quelques euros pour un repas alors que 5 millions d'euros dormaient dans mon portefeuille tout ce temps. Je m'étais humilié à récurer des toilettes et à servir des clients grossiers alors que j'étais secrètement multimillionnaire. L'ironie était si amère que je voulais rire et crier en même temps. Avant que je puisse assimiler cette révélation, la lourde porte en bois du salon VIP a grincé lentement. Une silhouette que je n'avais pas vue depuis le jour des funérailles est entrée dans la pièce, portant une épaisse mallette en cuir qui semblait lourde de secrets. Le notaire de la famille, Maître Renard, paraissait plus vieux que dans mes souvenirs, avec plus de gris dans ses cheveux et des rides plus profondes autour de ses yeux tristes. Il a hoché la tête solennellement vers le directeur de la banque, qui s'est rapidement excusé pour nous laisser un peu d'intimité. Maître Renard s'est assis en face de moi et a posé une épaisse pile d'enveloppes scellées sur la table à côté de la carte. Il m'a regardé avec un regard plein de pitié et de tristesse qui m'a noué l'estomac d'anxiété. Je me souvenais de lui debout dans un coin du salon pendant que Valérie me mettait à la porte, et je l'avais détesté pour son silence ce soir-là. Il a posé sa main sur les dossiers et les a poussés doucement vers moi. Vos parents savaient que ce jour viendrait, Camille. Ils m'ont fait promettre de ne pas vous approcher tant que vous n'auriez pas activé la carte vous-même. Lisez ceci. Ça explique tout. J'ai pris l'enveloppe de sa main et j'ai senti mon cœur s'arrêter en reconnaissant l'écriture familière de ma mère sur le devant. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai failli laisser tomber la lettre alors qu'une vague de nausée me submergeait. J'ai déchiré le sceau et déplié le papier pour voir les mots qui avaient été écrits par des fantômes il y a 5 ans. La lettre confirmait tout ce que le directeur de la banque avait dit et déclarait clairement que j'étais l'unique bénéficiaire de tout leur patrimoine liquide. Le choc s'est rapidement transformé en une rage brûlante et aveuglante qui a traversé mes veines comme du feu. J'ai pensé aux nuits où j'avais dormi par terre et aux jours où j'avais eu faim parce que je n'avais pas d'argent pour manger. J'ai pensé à l'humiliation de nettoyer des toilettes pendant que Valérie vivait comme une reine dans notre maison. J'ai levé les yeux vers Maître Renard à travers un voile de larmes de colère parce que je ne pouvais pas comprendre pourquoi il m'avait soumis à une telle torture.
Cela ressemblait moins à un cadeau qu'à un jeu cruel qu'ils avaient joué avec ma vie. 20 minutes plus tard, assis seul avec l'iPad fourni par Maître Renard, je fixais l'écran noir avec des mains tremblantes avant de trouver enfin le courage d'appuyer sur lecture. L'écran s'est allumé, révélant les visages de mes parents assis côte à côte sur le canapé beige familier de notre vieux salon. Ils semblaient incroyablement las, et leurs visages étaient marqués par de profondes rides d'épuisement que je n'avais jamais remarquées quand j'étais plus jeune. Mon père s'est raclé la gorge nerveusement tandis que ma mère lui serrait la main pour le soutenir, comme s'il s'apprêtait à annoncer la pire nouvelle imaginable. Leurs yeux étaient remplis d'un mélange d'amour immense et d'une anxiété terrifiée qui a transpercé la carapace endurcie que j'avais construite autour de mon cœur. Mon père a commencé à parler d'un ton grave qui imposait l'attention alors qu'il expliquait le cauchemar qu'ils vivaient en secret durant leurs derniers mois. Il a révélé qu'ils avaient découvert que Valérie avait accumulé des dettes de jeu énormes qui devenaient complètement incontrôlables. Elle avait secrètement hypothéqué son futur héritage pour emprunter de l'argent à de dangereux usuriers qui commençaient à menacer la sécurité de toute la famille. Ils ont réalisé que Valérie prévoyait de prendre le contrôle de leurs actifs immédiatement pour payer ses créanciers, ce qui m'aurait laissé avec absolument rien. Il s'est arrêté pour essuyer une larme avant de regarder directement l'objectif de la caméra avec un sérieux intense. Nous avons découvert les dettes de Valérie, ma chérie. Si nous te laissions de l'argent ouvertement, elle t'aurait poursuivi en justice, harcelé ou pire pour l'obtenir. Nous ne pouvions pas laisser cela arriver. La vidéo a continué d'expliquer qu'ils avaient dû concevoir une stratégie désespérée pour assurer ma survie à long terme, même si cela signifiait me briser le cœur à court terme. Ils avaient décidé de laisser le domaine familial à Valérie comme un leur massif, car c'était l'actif le plus visible qu'elle convoitait. Ils savaient que sa cupidité la ferait se concentrer entièrement sur la maison et le train de vie qu'elle offrait tout en ignorant la somme apparemment insignifiante qu'ils m'avaient laissée. S'ils avaient partagé l'argent équitablement ou m'en avaient donné une part, Valérie m'aurait traîné dans des procès sans fin ou m'aurait menacé physiquement jusqu'à ce que je lui remette tout. La carte bancaire avec les 1000 € était conçue pour ressembler à une insulte finale pour me faire partir rapidement afin que je sois loin de la portée de Valérie lorsque ses créanciers viendraient réclamer leur dû. Ma mère s'est alors penchée plus près de la caméra, les larmes coulant sur ses joues pâles, alors qu'elle expliquait le mécanisme derrière le fonds fiduciaire. Ils avaient secrètement transféré tous leurs actifs liquides dans le fonds et l'avaient verrouillé avec une clause de maturité stricte de 5 ans. Ils avaient calculé qu'il faudrait exactement 5 ans à Valérie pour dilapider la valeur de la maison et se détruire financièrement. Ils voulaient s'assurer qu'au moment où je recevrais cet argent, Valérie serait impuissante et incapable de me faire du mal. Elle a tendu la main et a touché l'écran comme si elle essayait de caresser mes cheveux à travers la fracture numérique. Nous devions être cruels pour être gentils. Nous avions besoin que tu sois loin d'elle, en sécurité et indépendante. S'il te plaît, pardonne-nous de t'avoir fait du mal, ma petite fille imprudente. L'écran est devenu noir, me laissant seul dans la pièce silencieuse avec le poids écrasant de leur sacrifice pressant sur ma poitrine. J'ai serré elle. Apparaît contre mon cœur et je me suis penché en avant alors qu'un sanglot guttural déchirait ma gorge. Pendant 5 ans, j'avais maudit leur nom et cru qu'ils me considéraient comme une citoyenne de seconde zone parce que j'étais adopté. J'ai réalisé avec un choc écœurant que j'avais eu tout faux depuis le jour des funérailles. Ils ne m'avaient pas banni parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais au contraire, ils m'avaient éloigné parce qu'ils m'aimaient assez pour jouer les méchants dans ma propre histoire. Ils ont accepté ma haine et sont morts en me laissant penser qu'ils étaient cruels, juste pour s'assurer que je serais debout ici aujourd'hui en tant que millionnaire. La douleur de ma pauvreté passée s'est évanouie instantanément, remplacée par une gratitude profonde et douloureuse pour les parents que j'avais perdus. Je vous pardonne, ai-je chuchoté dans le silence de la pièce. Alors que j'étais assise dans la sécurité feutrée du salon VIP de la banque, absorbant la vérité qui changeait ma vie, Maître Renard m'a exposé la sombre réalité de ce qui se passait à l'autre bout de la ville, dans ma maison d'enfance. Il avait surveillé le domaine de près en tant qu'exécuteur du trust, et il m'a informé que la banque venait de signifier le dernier avis de saisie ce matin même. J'ai appris plus tard que l'atmosphère à l'intérieur du manoir avait sombré dans le chaos absolu au moment où l'huissier avait affiché l'avis d'expulsion sur la porte d'entrée. Valérie et Marc étaient apparemment en pleine panique parce qu'ils avaient hypothéqué la maison, pourtant entièrement payée, à 3 reprises pour financer un train de vie somptueux et un investissement garanti dans une crypto-monnaie qui s'était effondrée du jour au lendemain. Les murs qui abritaient autrefois les rires de mes parents résonnaient maintenant des cris stridents d'un mariage qui s'effondrait sous le poids de la ruine financière. Selon les voisins qui ont entendu le tumulte, la dispute entre eux était explosive. Marc s'était apparemment arrêté de faire les 100 pas pour pointer un doigt tremblant vers ma sœur,
les yeux exorbités par l'accusation. Ils viennent nous mettre à la porte demain. Valérie, je t'avais dit de ne pas tout parier sur cette arnaque crypto. Valérie, ne voulant jamais accepter la responsabilité de ses échecs, avait jeté un vase contre le mur avant de lui hurler dessus avec autant de venin, « Ferme-la, Marc. C'était ton idée d'hypothéquer la maison en premier lieu. » Entendre parler de leur misère a éveillé en moi un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis des années, la justice. J'ai quitté la banque avec une avance importante sur mon héritage et j'ai immédiatement entrepris d'effacer les preuves physiques de ma pauvreté. La première chose que j'ai faite a été de marcher jusqu'au service de facturation de l'hôpital et de payer intégralement mes factures médicales en retard, ressentant une vague de puissance incroyable en voyant le solde tomber à zéro. Je suis ensuite entré dans une boutique haut de gamme du centre-ville, le genre d'endroit que j'avais peur de regarder, même à travers la vitrine. J'ai acheté un manteau en laine noire sur mesure, une robe sophistiquée et des bottes en cuir qui protégeaient réellement du froid. Je me suis regardé dans le miroir de la cabine d'essayage et j'ai vu une femme qui n'était plus une victime, mais une force avec laquelle il fallait compter. La peur qui hantait mes yeux depuis 5 ans avait été remplacée par une détermination d'acier à finir ce que mes parents avaient commencé. Maître Renard m'a retrouvé dans un café calme plus tard cet après-midi-là pour discuter de la phase finale du plan de mes parents concernant le domaine familial. Il a posé un dossier épais sur la table et m'a informé qu'en raison du refus de coopérer de Valérie et de l'ampleur de sa dette, la banque avait accéléré le processus. La maison doit être vendue lors d'une vente aux enchères d'urgence à l'aveugle demain matin, a expliqué Maître Renard en tapotant le document. C'est la seule opportunité de sécuriser la propriété avant qu'elle ne soit mise sur le marché libre. J'ai regardé l'avocat avec une détermination glaciale, mon cœur battant à l'idée de reprendre le sanctuaire qui m'avait été volé par la cupidité et la malveillance. J'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'acheter une maison. Il s'agissait de reprendre mon histoire et ma dignité. Rachetez-la, Maître Renard, dis-je d'une voix stable et froide. Je vous autorise à placer l'offre la plus élevée via une société écran. Le prix m'importe peu. Assurez-vous simplement que je sois la propriétaire demain midi. Si nous enchérissons anonymement, ils ne sauront pas que c'est vous jusqu'à ce que l'acte soit signé. Est-ce votre intention, a-t-il demandé, son stylo planant au-dessus du papier. Exactement, ai-je répondu en signant mon nom d'une main ferme. Je veux voir la tête qu'elle fera quand elle réalisera qui possède vraiment le toit au-dessus de sa tête. Gardez mon identité secrète jusqu'à la toute dernière seconde. Pendant que je sécurisais mon avenir, Maître Renard m'a dit que Valérie passait ses dernières heures dans la maison à essayer frénétiquement de trouver une bouée de sauvetage. Elle avait passé l'après-midi à appeler tous les contacts de son téléphone, d'anciens amis de fac, des cousins éloignés et même des partenaires commerciaux qu'elle avait précédemment insultés. Elle a supplié et imploré pour un prêt afin de sauver la maison. Mais la nouvelle de ses dettes de jeu massifs s'était répandue dans toute la ville. Un par un, ils ont rejeté ses supplications car tout le monde savait qu'elle se noyait et qu'elle avait brûlé tous les ponts qu'elle avait traversés. Elle a même essayé d'appeler notre tante riche qui a simplement ri et a rappelé à Valérie comment elle m'avait traité aux funérailles 5 ans plus tôt. Valérie a mis fin à l'appel en larmes, s'effondrant sur le sol au milieu des cartons qu'elle était trop fière pour emballer, réalisant enfin qu'elle était sur le point de connaître un dénuement bien pire que tout ce qu'elle m'avait imposé. Une semaine plus tard, la rue paisible de mon quartier résidentiel d'enfance s'est transformée en un spectacle chaotique de gyrophares et de voix hurlantes. J'ai observé la scène depuis la banquette arrière d'une berline noire aux vitres teintées, garée juste au bout de la rue où personne ne remarquerait mon arrivée. 2 voitures de police étaient garées n'importe comment sur la pelouse tandis qu'un camion de déménagement mandaté par la banque attendait au ralenti dans la rue pour vider les meubles. La porte d'entrée du domaine était grande ouverte alors que des agents en uniforme tentaient de raisonner le couple hystérique barricadé dans le hall. Je pouvais entendre Valérie hurler des obscénités à plein poumon, affirmant qu'elle avait des droits et qu'il violait une propriété privée. C'était une démonstration pathétique de sentiment de supériorité de la part d'une femme qui avait ignoré chaque avis juridique qui lui avait été envoyé au cours des 6 derniers mois. J'ai fait signe à mon chauffeur d'avancer lentement jusqu'à ce que nous soyons positionnés directement devant les grilles en fer forgé que j'ouvrais manuellement quand je vivais ici. La voiture s'est arrêtée en douceur et j'ai pris une profonde inspiration pour contrôler l'adrénaline qui courait dans mes veines avant d'ouvrir la porte. Je suis sorti sur le trottoir, portant le manteau en laine sur mesure que j'avais acheté avec mon héritage et une paire de lunettes de soleil de créateur surdimensionnées qui dissimulaient complètement mes yeux. Le bruit de mes bottes en cuir claquant rythmiquement contre l'asphalte tranchait à travers le bruit de la dispute comme un métronome comptant le temps jusqu'à leur destruction.
J'ai dépassé l'équipe de déménagement stupéfaite et les policiers fatigués qui étaient soulagés de voir quelqu'un qui semblait avoir de l'autorité sur la situation. Valérie a finalement surgi sur le porche, les cheveux en désordre et le visage bouffi par des heures de pleurs et de cris contre les forces de l'ordre. Elle ne ressemblait en rien à la mondaine raffinée qu'elle prétendait être, alors qu'elle agitait frénétiquement un papier froissé vers les officiers. Elle m'a repéré debout près du bas des marches, mais elle n'a pas reconnu sa propre sœur sous les vêtements coûteux et la posture confiante. Elle a supposé que j'étais une autre représentante envoyée par la banque pour l'humilier davantage pendant son moment le plus bas. Elle a descendu les marches à grandes enjambées agressives et a pointé un doigt tremblant directement vers mon visage alors que sa voix se brisait de rage. « Qui êtes-vous ? Est-ce que la banque vous a envoyé ici pour se moquer de moi ? Sortez de ma propriété tout de suite !» Je n'ai pas tressailli ni reculé alors qu'elle envahissait mon espace personnel, car je n'étais plus la fille effrayée qu'elle avait brutalisée pendant des décennies. J'ai levé lentement mes mains gantées pour retirer mes lunettes de soleil et j'ai plongé mon regard dans celui de la femme qui avait ruiné ma vie 5 ans auparavant. La reconnaissance l'a frappé comme un coup physique à l'estomac, faisant disparaître instantanément la couleur de son visage. Sa bouche s'ouvrait et se fermait silencieusement comme un poisson hors de l'eau alors que son cerveau luttait pour traiter l'impossibilité qui se tenait devant elle. Marc a trébuché hors de la maison derrière elle, portant un carton d'appareils électroniques, qu'il a laissé tomber sur le béton avec un grand fracas quand il a réalisé qui se tenait dans leur allée. Le silence qui a suivi était lourd et suffocant jusqu'à ce que Maître Renard s'avance de derrière les policiers, tenant l'acte de propriété à la main. Il s'est raclé la gorge et a annoncé d'une voix forte et claire que la propriété avait été vendue aux enchères ce matin. Il a fait un geste respectueux vers moi et a déclaré que mademoiselle Camille de Saint-Clair était l'unique propriétaire légale du domaine avec effet immédiat. La révélation a semblé aspirer l'air des poumons de toutes les personnes présentes alors que la dynamique de pouvoir basculait violemment en ma faveur. Marc a été le premier à se remettre du choc alors que ses instincts de survie prenaient le dessus, écrasant tout sens de loyauté qu'il avait envers sa femme. Il a regardé Valérie avec un dégoût soudain, puis s'est précipité vers moi avec un sourire pathétique plaqué sur le visage. Il a commencé à bafouiller rapidement qu'il m'avait toujours bien aimé et que tout était la faute de Valérie parce qu'elle contrôlait les finances. Il a essayé de tendre la main pour toucher mon bras tout en prétendant être une victime de sa manipulation, mais j'ai reculé pour ne le laisser saisir que du vide. C'était écœurant de le voir jeter sa femme sous un bus si rapidement juste pour sauver sa propre peau. Valérie fixait son mari avec incrédulité avant de tourner son regard désespéré et terrifié vers moi. L'arrogance qui avait défini son existence s'est évaporée instantanément, laissant derrière elle une femme brisée qui réalisait qu'elle avait absolument tout perdu. Elle s'est effondrée à genoux, là, sur l'allée sale, et a tendu la main pour attraper l'ourlet de mon manteau avec des mains tremblantes. Elle a commencé à sangloter de manière incontrôlable tout en essayant d'évoquer le lien familial qu'elle avait coupé avec une paire de ciseaux des années auparavant. « Camille, s'il te plaît. Nous sommes sœurs. Les liens du sang sont plus forts que tout. Tu ne peux pas laisser ta propre sœur vivre dans la rue. » Debout fermement sur le porche de ma maison d'enfance. Je les ai regardés avec une expression qui ne contenait aucune trace de la sympathie que Valérie essayait désespérément d'évoquer. Elle continuait de sangloter à propos de notre histoire commune et de la sainteté des liens familiaux tout en agrippant l'ourlet de mon manteau. J'ai plongé la main dans ma poche pour récupérer mon smartphone où Maître Renard avait téléchargé un fichier très spécifique des archives de sécurité du domaine ce matin-là. J'ai tapé sur l'écran pour lancer la vidéo et j'ai tourné l'appareil pour que Valérie et Marc puissent voir clairement la vidéo granuleuse en noir et blanc. L'enregistrement montrait une Valérie plus jeune debout dans cette même embrasure de porte il y a 5 ans, jetant mes maigres possessions dans la neige et hurlant des insultes haineuses à une jeune fille terrifiée. L'audio était assez net pour entendre sa voix crier que je n'étais rien d'autre qu'une erreur génétique qui méritait de mourir de froid. Valérie a cessé de pleurer instantanément en regardant sa propre cruauté se dérouler sur le petit écran avec des détails atroces. Elle m'a regardé avec de la terreur dans les yeux parce qu'elle réalisait que je n'avais pas oublié une seule seconde de cette nuit-là. J'ai rangé le téléphone lentement et j'ai fait un pas vers elle jusqu'à ce que je la domine de toute ma hauteur, comme un juge rendant un verdict final. Je l'ai regardée droit dans ses yeux remplis de larmes et j'ai répété les mots exacts qu'elle avait utilisés pour détruire mon âme une demi-décennie plus tôt. Tu m'as dit cette nuit-là que j'étais une étrangère pour cette famille et que je n'avais pas ma place ici. Tu as dit que les liens du sang étaient plus forts que tout et que, puisque j'étais adoptée, je n'étais rien pour toi. Eh bien, Valérie, je respecte tes souhaits parce que je vais te traiter exactement comme une étrangère.
Je me suis tourné vers le chef de l'équipe de sécurité privée que j'avais embauché pour accompagner Maître Renard et j'ai fait un signe sec de la tête vers le portail. Faites sortir ces intrus de ma propriété immédiatement et assurez-vous qu'ils ne remettent jamais les pieds dans cette rue. 2 gardes robustes se sont avancés et ont saisi Valérie et Marc par les bras pour les éloigner du porche. Marc a commencé à crier qu'il était innocent et m'a supplié de lui accorder juste un petit prêt pour se remettre sur pied. Valérie a hurlé mon nom dans un cri de désespoir aigu alors qu'elle était traînée le long de l'allée qu'elle avait autrefois arpentée avec tant d'arrogance. J'ai regardé sans sourciller jusqu'à ce qu'ils soient jetés hors des grilles en fer forgé, qui ont ensuite été claquées et verrouillées avec un lourd bruit métallique. Ils sont restés debout sur le trottoir avec rien d'autre que les vêtements qu'ils portaient sur le dos pour affronter les montagnes de dettes et les conséquences juridiques qui les attendaient. La foule de voisins et de policiers s'est lentement dispersée, me laissant seul dans le silence du grand domaine. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée ouverte pour entrer dans le hall où l'air était encore chargé de la tension de la confrontation. J'ai dépassé le salon où les meubles étaient recouverts de draps anti-poussière et j'ai monté le grand escalier vers le premier étage. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la chambre principale au bout du couloir où mes parents avaient passé leurs dernières années. J'ai poussé doucement la porte et j'ai été accueilli par le léger parfum de lavande de ma mère, qui persistait encore dans le tissu des rideaux. Je me suis dirigé vers le grand lit à baldaquin et je me suis assise au bord du matelas où ils avaient l'habitude de me lire des histoires pour m'endormir quand j'étais enfant. Le silence ici n'était pas vide, mais plutôt rempli d'une chaleur réconfortante qui ressemblait à une étreinte spectrale des 2 personnes qui m'aimaient le plus. J'ai passé ma main sur l'édredon doux et j'ai fermé les yeux pour imaginer qu'ils étaient assis à côté de moi une dernière fois. Merci, ai-je chuchoté dans la pièce calme alors que des larmes de gratitude coulaient enfin sur mes joues. Merci d'avoir été les méchants pour que je puisse être l'héroïne de ma propre vie. Je promets de vous rendre fier. J'ai fait le vœu, là, dans leur chambre, d'utiliser cette fortune non pas par vanité, mais pour créer un héritage de bonté. J'allais créer une fondation en leur nom dédiée à fournir des bourses et des logements aux enfants adoptés et aux orphelins ayant été maltraités ou abandonnés. J'allais transformer la douleur de mon passé en un bouclier pour ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Les leçons de cette histoire, le sang ne définit pas la famille. Les personnes qui partagent votre ADN peuvent être vos pires ennemis, tandis que ceux qui choisissent de vous aimer sont votre vraie famille. Mes parents ont prouvé que leur amour pour leur fille adoptée était plus fort que n'importe quel lien biologique. Tandis que ma sœur a prouvé que le sang partagé n'est pas une garantie de loyauté ou de gentillesse. L'avidité est un puissant fond. Valérie avait tout ce dont elle avait besoin pour vivre une vie confortable. Mais son désir insatiable de toujours plus l'a conduite à détruire son héritage et ses relations. Si vous laissez l'avidité contrôler vos décisions, elle finira par vous consumer, vous et tout ce que vous prétendez aimer, vous laissant avec absolument rien à la fin. La résilience est votre plus grand atout. Ils m'ont dépouillé de ma maison, de mon argent et de ma dignité. Mais ils n'ont pas pu m'enlever ma volonté de survivre. Quand vous apprenez à tenir debout par vous-même pendant la tempête, personne ne peut plus jamais vous mettre à terre parce que votre force vient de l'intérieur, et non de ce que vous possédez.